Amis du Cercle Richelieu, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle indiscrétion. Une indiscrétion avec Françoise. Françoise est une grand-mère de 88 ans, mais pas n'importe quelle grand-mère. C'est la mienne. Nous avons eu une conversation tantôt légère, tantôt grave. Entendez sa tenue et sa retenue, deux caractéristiques qui font cruellement défaut à notre époque. Ensemble, nous avons évoqué ses chevaux, la musique, avant de terminer par un bel hommage à la figure du curé de campagne. Nous sommes dans sa salle à manger, nous buvons une limonade, et juste avant de l'écouter, je vous invite à cliquer pour cette vidéo. Ma chère maman, je vous écris que nous sommes entrés dans Paris. Ma chère maman, je vous écris que nous sommes entrés dans Paris. Que nous sommes déjà caporal et serions bientôt général. Non mais ça tout le monde va le reconnaître là, parce que cette voiture elle était unique dans le village. On mettait de l'eau dans le moteur à l'époque. Il y avait un réservoir à eau. Ah bon? Oui, un réservoir à eau. Et il fallait contrôler qu'il y ait de l'eau parce que ça refroidissait le moteur. Et alors cette voiture, elle avait la spécialité de chauffer. Donc elle évaporait beaucoup d'eau. Oui. Et quand l'eau arrivait au fond, enfin qu'elle était pratiquement toute évaporée, il y avait tellement de vapeur, ça faisait tellement de pression que papa, qui n'avait pas de bouchon, mettait un pivot de maïs pour boucher le trou. Un pivot de maïs sans les graines, Oui. bien sûr, égrené, un gros pivot. Et alors, quand cette vapeur se mettait en action, tout explosait. Et le pivot de maïs partait dans les airs avec de l'eau toute rouillée, toute pleine toute sale, tu vois, tout ça. Il y en avait sur le pare-brise, il y en avait partout. C'était unique. Alors, il fallait de l'eau après pour en remettre. Il fallait trouver de l'eau. C'était pas toujours facile. Ça dépend où on se trouvait. Et ça, on est en quelle année, là, à peu près? Oh, ça, je sais plus. Ça m'a programmé. Après la guerre, en 40, en 50, chose comme ça. Et après, il y avait les chevaux. On partait chez les copains, avec Rizou, justement. Un jour, on est parti à Meillan, sur Garonne, avec les chevaux. Et puis à midi, c'était quand même loin, il y avait 25 km, je ne sais pas combien. Alors on s'arrêtait pour pique-niquer dans un champ, enfin dans une prairie. On dételait la jument pour la reposer un peu, on la dételait, puis on mangeait le casse-croûte. Et voilà, type que cette jument, elle en a eu marre tout d'un coup. Elle a pris la clé des champs, elle est rentrée au duc. Non. Et on est resté là. Et comme pas de téléphone à l'époque. Ben oui. Alors il y a quelqu'un qui est passé, bon, heureusement, qui a prévenu papa, qui est venu nous chercher avec un autre cheval. Tu te rends compte la terreur, perdu dans les champs, sans téléphone, sans rien, le cheval parti à l'écurie. Il est rentré à l'écurie. Vous aviez un cheval pour deux? Avec une voiture, oui, on rentrait, on était même 3 ou 4, là, on était les 3 sœurs, et Rizou. On partait chez les cousins d'à côté. Meillan. La jument, elle en a eu assez. Elle a packagé dans la prairie, ou enfin dans le fossé, là où on était. Et puis tout d'un coup, elle a tourné les talons, elle est rentrée à la maison. 25 km plus loin. Ça, c'était terrible. Ces chevaux, il y a eu des coups avec les chevaux terribles. Elle est rentrée à l'écurie. Tu te rends compte un peu. Puis maline, la bête, hein. Hop, elle a repris le chemin en un sens inverse, toute seule. Et comment s'appelait ta jument? Ah, la grosse, c'était Diana. La mienne, c'était Kivala, qu'on appelait Kiki. Après, il y a eu Scarlett. Après, il y a eu Scarlett qui a fini chez le boucher parce qu'il y en a une autre qui lui a donné un coup de sabot, elle lui a cassé la patte. Ah. Et il a fallu la battre. La belle Scarlett, qui était terrible. Elle était terrible. Quand on mettait la selle qu'elle n'avait pas envie qu'on lui monte dessus, elle se gonflait, et pouf! Elle envoyait la selle en l'air. C'est vrai, hein? Quand elle n'avait pas envie, on arrivait à lui mettre la selle, bon, rassemblée, et puis elle commençait à faire un peu le dos rond, comme ça, sans bouger, hein.
gonfler, se gonfler, paf! On faisait claquer la sangle. Et où est-ce que tu as appris à monter à cheval? Papa, qui était ancienne Saint-Cyr, et il m'a appris. Je montais c'était pas très orthodoxe, mais je montais comme tout un chacun, je m'amusais bien. J'avais les pieds peut-être un peu en dehors, mais bon, pas grave ça. Je ne faisais pas de concours, je n'aimais pas le concours, je n'aime pas la compétition, moi. Je suis parce que manque de courage peut-être, je ne sais pas. Je n'aime pas la compétition. Et le concours monté, ça m'a jamais tenté. Ah. Non, mais je me félicite d'avoir une bonne nature. Je fais comme la nature de mon père. Et au début, on n'avait pas de télé, bien sûr. Nous même enfant, oui, jeune fille, on n'avait pas de télé. Ça n'existait pas. Ça a été une révolution, ça? Est-ce que ça a été une révolution? C'était... Bien sûr, c'était agréable, on a passé de bonnes soirées. Il y avait par contre de très bonnes émissions. Il y avait de très bonnes émissions qui avaient une autre tenue, qui était toujours d'un bon niveau, avec des gens qui savaient s'exprimer, des speakers, pas des speakers, mais des journalistes qui étaient d'un autre niveau. Maintenant, bon, nos journalistes, ils s'expriment un peu n'importe comment. Bon, c'est pas du tout pareil. Pas du tout pareil. 5 colonnes à la une, par exemple, c'était une émission qui avait de la tenue. On s'installait là vraiment comme au spectacle. C'était vraiment quelque chose. Maintenant, c'est autre chose, mais ça n'a plus la même consistance. C'est pas pareil. Et les présentateurs, les journalistes n'ont plus la même qualité du tout. Moi, j'aimais bien Drucker, parce justement, son émission avait une certaine tenue, c'était structuré, il y avait quelque chose que moi j'appréciais. Il tourne un petit peu lui aussi, il commence à descendre un peu en dessous de la ceinture de temps en temps, ça lui arrive. Il y avait de la tenue au départ, c'était bien, il y avait des journalistes, de bons journalistes. Bon, il y en a encore maintenant, mais c'est un peu plus varié. Et vous alliez au théâtre, au cinéma, vous sortiez comme ça? Pas beaucoup. À la campagne, il n'y en a pas beaucoup. Quand il y avait un film, oui, intéressant, quelquefois on y allait, oui. Autant on emporte le vent. Tu l'as vu au cinéma? Ah oui, plusieurs fois. Ah oui. Puis j'ai aimé le bouquin aussi. Ah oui, c'était un beau roman. Ah oui. Puis il y en a eu d'autres, bien sûr, mais celui-là me revient parce que, comme ça, tout d'un coup. Mais il y a des films, oui. Il y en a un dont je ne me souviens pas le nom, que j'avais trouvé superbe aussi, mais il était américain. Comment ça s'appelait, je ne sais plus. C'était très, très, très beau. L'histoire d'une jeune femme qui meurt d'un cancer dans toute la splendeur de sa jeunesse. Je ne me rappelle plus du titre. Je me reviendrai peut-être en cherchant, mais là, je ne l'ai pas. Mais enfin, je ne suis pas marquée par le cinéma. Oui. Qu'est-ce qui t'a marqué, par exemple? Comme ça, de but en blanc, je ne sais pas. Moi, j'apprécie la musique, j'apprécie le chant, les chanteurs. La Calas. Ça, alors, la Calas, moi, elle me transporte. La Calas et le ténor italien qui est mort, non, maintenant je ne vais plus savoir te dire le nom, qui est une merveille, c'est du miel qui sort de sa gorge, c'est extraordinaire. Pavarotti. Et Van Karajan. Van Karajan, qui, moi, un soir, j'ai cru que j'allais avoir une attaque cardiaque en écoutant, je ne sais plus quelle ouverture de... Je ne me rappelle plus ce que c'était maintenant, je ne l'ai plus en tête. Van Karajan, c'était un chef d'orchestre allemand. Il est mort il n'y a pas si longtemps, mais il était extraordinaire. Il est extraordinaire. On ne répond pas, tant pis. D'accord. C'était un type qui emportait son orchestre. Il te donnait des palpitations. C'était extraordinaire d'entendre ces instruments sous sa poigne. Extraordinaire.
Et quelques chanteurs, la calasse, c'est pareil. Moi, la calasse, c'est quelque chose qui m'émeut. Beaucoup, beaucoup. Et le ténor italien, là, j'ai oublié son nom. C'est pas Pavarotti? Si. Pavarotti, c'est pareil. Moi, il me transporte. Et Mozart. Ça. Mozart, c'est le paradis. Mozart, c'est le paradis. Ah oui, Jérôme m'a dit ça un jour. Je lui ai fait écouter à Piquet l'enregistrement du film Amadeus, qui est excellent. Moi, je trouve que cet enregistrement il est excellent. Je ne l'ai plus, moi, c'était sur cassette. On a écouté ça à Piquet un soir et il a dit, mais c'est le paradis. Et moi, je suis de son avis, c'est le paradis, c'est le Amadeus, l'enregistrement mais du film entier, hein, c'est extraordinaire. Ça me transporte, ça me fait pleurer. Je pleure tout le temps. Je pleure de plus en plus, c'est terrible. La musique, c'est quelque chose qui peut t'amener au bonheur, une certaine paix, ça peut aussi amener à la mélancolie. Mais c'est beau, c'est agréable, ça ravigore, ça. Mais je n'ai pas de culture musicale, moi je suis une autodidacte partout. Alors bon, mais ça fait rien, on peut apprécier, on n'est pas obligé d'analyser un morceau de musique. Ou je l'aime, ou il m'émeut, ou bien, bon, c'est pas pour moi. C'est assez simple. Et je voulais revenir sur un point. Quand tu allais à la messe, toi, quand tu as appris le catéchisme, tout ça, la messe, c'était en latin? C'était en français? C'était comment? C'était latin. Et donc, tu as vu la messe changer et devenir le rite en français? C'est le répétitif que je trouve un peu lassant. C'est toujours pareil, tous les dimanches, à part l'évangile. Toujours pareil. Alors les chants sont nuls. Avant, quand il y a un peu d'orgue, et des chants, même si ce sont des chants simples, mais nous maintenant, il n'y a plus personne pour tenir l'harmonium ou l'orgue quand il y en a un. Et c'est triste. C'est monotone, ça n'emporte pas, ça ne soulève pas l'âme, l'enthousiasme, l'attention. On reste, bon, on pense à ce qu'on a fait la veille, ou bien ce qu'on va manger à midi, oh là là, j'ai oublié d'éteindre le feu, ou bien. Je trouve qu'on n'est pas pris par je ne sais pas ce qu'il faudrait faire, je ne sais pas. C'est ce que je ressens, mais comment il faudrait faire pour redonner, je ne sais pas. Mais je pense qu'il n'y a pas assez de chaleur autour j'allais dire du prêtre, oui, oui, il n'y a pas assez de chaleur qui entoure je ne sais pas comment expliquer. C'est froid, c'est monotone, c'est toujours pareil. Mais ça a changé, puisque à un moment, c'était pas comme ça. C'est peut-être moi qui ai changé. Je sais pas. Peut-être moi qui trouve que, voilà, que je sais pas. Je ne sais pas comment on pourrait remédier à ça. Moi, il me semble qu'il faudrait remédier un peu. D'un autre côté, si on change un tout petit peu, une virgule, tout le monde crie au scandale. Ah, on a changé ça. Mais alors, on peut plus croire à rien. On change toutes les 5 minutes. C'est ridicule. C'est ridicule. Il faut bien changer un petit peu parce que le monde change. Alors il faut bien adapter, me semble-t-il. Mais alors si on fait ça, la plupart des gens, des personnes qui sont pratiquantes comme ça, enfin bon, mais qui pratiquent comme la plupart de nous tous, enfin parlant de moi, comme ça, qui pratiquent, non pas par habitude, mais parce que quand même c'est bien de le faire. Alors il faut rien changer finalement, alors là.
Parce que si on change une virgule, ah, mais alors on ne peut plus croire à rien. Si vous changez tout, je sais pas. Oui, mais regarde, on Je sais pas s'adapte. où est le vrai du faux, moi. On s'adapte quand même, puisque maintenant on a des prêtres étrangers. Ah oui, bien sûr, nous on n'a que des prêtres noirs. On en a eu un super, mais super, hein. Une espèce de géant, débonnaire, gentil comme tout, toujours de bon poil, toujours en train de plaisanter. Super! Bon, il est parti je sais pas où, et il y en a ici. Il n'y a plus de blanc pour... alors, il y a des noirs, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais qu'est-ce que tu veux être prêtre à notre époque? C'est dur. Oh, c'était plus facile quand tu étais enfant, tu crois? Ah, je pense. Pourquoi? Ben parce qu'ils étaient plus écoutés, déjà. Oui. Beaucoup plus écoutés. Maintenant, ils sont contestés tout le temps. C'est pas drôle, hein, mon ami? Moi, je trouve que c'est une drôle de vie qu'ils ont. Moi, je les admire, hein. Ah, dis donc. C'est terrible. On les critique de partout, quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent et quoi qu'ils fassent. Ils sont critiqués. Ils n'ont plus de fidèles, très peu. Il faut être courageux, hein. Renoncer à toute vie normale, mais c'est terrible. C'est terrible pour un jeune maintenant, à notre époque, avec tous les plaisirs que l'on s'octroie, entrer en religion, mais c'est terrible. Non? Je sais pas. Il y avait moins de plaisir avant? Ou c'était les mêmes? Ah, mais on ne se les octroyait pas. Ah oui, on se les octroyait pas. Mais bien sûr, maintenant on prend tous les droits. Et puis quand même, il y a beaucoup de choses qui sont offertes. Les voyages, les vacances, les distractions, je ne sais pas, c'est offert aux jeunes, et le ski à droite, et les voyages à gauche. Un prêtre, il ne peut pas s'offrir tout ça, il peut pas, ni parler, il n'en a pas les moyens, il peut pas s'absenter comme ça, il est tenu à son ministère. C'est un sacrifice formidable. Nous, on a eu un prêtre magnifique, un type super, qui est de l'âge de Bruno. Il était au collège de Saint-Pierre avec lui d'ailleurs, hein. Famille de 4 ou 5 enfants. Magnifique, un type à tout point de vue superbe, physiquement magnifique et intellectuellement parfait. Un prêtre épatant. Mais ce type-là, quel sacrifice il fait! Il a les bonnes femmes qui courent après lui toute la journée. C'est incroyable, il était obligé de les ficher dehors. Mais oui, c'est fou d'être un prêtre maintenant, c'est compliqué, hein? Ah oui, moi je pense que c'est très compliqué, très dur. Très très dur. Parce qu'il n'y a plus de retenue, il n'y a plus... Certains fidèles sont quelquefois, exagèrent un peu, certains fidèles, enfin voilà, moi je te dis ça, c'est des réflexions personnelles, hein. Je pense que c'est très dur pour eux parce que ils renoncent à beaucoup de plaisir, à beaucoup de joie, ils renoncent à tout, quoi. Pas compliqué. Alors maintenant, bon, on va peut-être leur accorder le mariage. Les protestants se marient. Comme disent les protestants que je connais, après ils ont des problèmes avec leurs femmes. Alors. Et voilà ce que Françoise pouvait nous dire aujourd'hui. Pour cette nouvelle indiscrétion, je retiens la tenue et la retenue de nos grands-mères. Et c'est ce qui, selon moi, distingue clairement nos générations. Mais vous alors, dites-moi en commentaire ce qui vous interpelle. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle indiscrétion. En attendant, devenez royaliste, mais par-dessus tout, protégez la foi catholique.